Alors, bonjour et bienvenue à ce dernier webinaire Curieux Quantique de l'année 2021-2022. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet passionnant de l'Internet quantique. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Internet quantique? Alors, je suis Justin Lefebvre, je suis au développement des partenariats à l'Institut quantique, aussi coordonnateur de la plateforme de calcul quantique qu'on appelle maintenant l'Algolab quantique. Et j'anime les webinaires Curieux Quantique. Donc, quand il se présente, aujourd'hui avec nous, deux invités de marque. Donc, Paul Charette, qui est professeur titulaire au département de génie électrique et de génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches se concentrent dans le domaine de la photonique intégrée, soit la lumière sur puce, et ce qui amène à la réalisation de biocapteurs miniaturisés. Plus récemment, il s'est aussi intéressé à la photonique quantique. Paul est co-titulaire de la recherche, de la chaire de recherche, oui, industrielle CRSNG Télédyne d'Alsa. Aussi avec nous, Mathieu Juin, professeur adjoint au département de physique à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur les circuits micro-ondes pour le traitement de l'information quantique, les systèmes mécaniques et la détection quantique. Mathieu est aussi le directeur du Fab Lab quantique de l'IQ. Alors, bonjour à vous deux. Très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui pour cette discussion donc, sur l'Internet quantique. Et là, on a un paquet d'éléments à démêler, à savoir exactement qu'est-ce qu'on entend par Internet quantique. Mais avant de sauter dans le sujet directement, je serais bien curieux de vous entendre, donc à savoir un peu, pouvez-vous nous décrire ce que vous faites dans vos recherches au quotidien, puis éventuellement peut-être l'ouverture sur comment c'est lié à l'Internet quantique, mais quand même, on veut commencer par vous connaître, puis par connaître vos recherches. Paul, si on commence avec toi, je te cède le micro à l'instant. Donc, on commence par les vies en premier, c'est ça? Donc, comme disait Ghislain, mon domaine de recherche, c'est la photonique intégrée, en fait, la lumière sur puce. Donc, au lieu d'avoir des puces semi-conducteurs conventionnels sur lesquels il se promènent des électrons, des signaux électriques, on peut avoir aussi de la lumière qui se promène sur puce. Et avec ça, on peut faire toutes sortes de choses, l'ingénierie de la lumière sur puce. On a la chance à Sherbrooke, en plus, d'avoir des infrastructures qu'on appelle de micro-nanofabrication, qui nous permettent de faire des dispositifs extrêmement petits, pas juste petits, vraiment très, très petits, à l'échelle du nanomètre ou 10-9 mètres. Et à cette échelle-là, il se passe des interactions lumière-matière qui sont extrêmement intéressantes et on a accès à des phénomènes qui ne sont pas normalement accessibles à l'échelle macro. Moi, j'utilise ces technologies-là depuis plusieurs années pour faire de la biodétection, pour la médecine personnalisée sur puce. Or, il s'avère que ces mêmes technologies-là qui ont besoin d'interactions lumière-matière à l'échelle nano sont fortement intéressantes aux applications quantiques, notamment pour la photonique quantique. Voilà. OK. Bon, donc là, déjà, j'ai des questions pour toi. Quand même, on va juste pousser un tout petit peu avant de passer le micro à Mathieu. Peux-tu me dire, donc, là, tu nous parles de dispositifs extrêmement petits où là, on a de l'interaction lumière-matière. Où est le quantique à l'intérieur de tout ça? Là? Donc, on a la lumière, on parle de dispositifs qui sont eux-mêmes de l'ordre de la longueur d'onde, en tout cas dans la lumière visible. Donc, comment est-ce que ça interagit entre la lumière et la matière? Puis, qu'est-ce qui t'amène à faire cette recherche-là? Ou qu'est-ce que tu recherches en fait avec ces interactions-là? En fait, même si ultimement, on va utiliser les technologies quantiques pour des choses tout à fait macroscopiques, de la communication sécurisée, des capteurs, ce genre de choses-là, en fait, les phénomènes quantiques se révèlent à une échelle extrêmement petite. Et non seulement à une échelle extrêmement petite, donc en d'autres mots, nos systèmes macroscopiques sont conçus de choses très, très petites, et c'est à cette échelle-là que se révèlent les phénomènes quantiques. Notamment, quand on peut faire interagir la lumière et la matière à des très petites échelles, on peut concentrer le champ électrique de manière extrêmement élevée et créer ce qui s'appelle les cavités résonantes qui vont révéler en fait des propriétés quantiques. Donc, l'unité de base, si on veut, est à une très, très petite échelle et normalement, il y a quelque part, il y a un champ électrique de force très élevé impliqué et justement, les nanotechnologies, la lumière nous permettent en photonique intégrée d'atteindre ces niveaux-là de concentration d'énergie et de facteurs d'échelle qui révèlent les phénomènes quantiques dont on sert pour construire des systèmes quantiques. OK. Puis là, dans le fond, tout ça, au niveau des dispositifs en eux-mêmes, c'est fabriqué, j'imagine, du côté du 3IT, ce qui est une plateforme de fabrication là, du côté de la faculté de génie, c'est bien ça? Exactement. En fait, il y a toute une chaîne d'innovation intégrée qu'on appelle qui implique des morceaux ici à Sherbrooke
en génie, en physique et au 3IT notamment, comme tu le mentionnes. Il y a un centre de recherche avec une plateforme micro-nanotechnologie avec les infrastructures qui font l'envie de nos collègues à l'échelle mondiale. Mais il y a toute une chaîne qui va jusqu'à la production de systèmes en pré-commerciaux au C2I à Bromont où il y a des équipements compatibles. Donc, typiquement, le genre de choses qu'on va essayer de s'imaginer ici, qui ont des propriétés quantiques qui pourraient être utilisées pour les techno-quantiques, on va essayer, dans la mesure du possible, de les fabriquer avec des machines dont les standards sont communs avec les machines industrielles d'avant-garde pour avoir un pipeline justement vers la commercialisation et la distribution à large échelle. OK, donc tout ça, ça facilite éventuellement la commercialisation, donc de découvertes qui se font ici à Sherbrooke. Puis, dans le fond, une des particularités de la chaîne intégrée d'innovation, c'est d'avoir donc les gens du côté du génie, les gens du côté de physique, entre autres, qui collaborent extrêmement étroitement. Puis ça, c'est vraiment génial de pouvoir avoir cette collaboration-là. Donc, tout de suite, on va passer du côté génie. Paul, donc, tu es du côté évidemment de la faculté de génie, vers Mathieu, qui est en physique. Donc, encore là, il y a toute une collaboration qui est possible. Mais bon, avant de parler de collaboration et de comment est-ce que tout ça peut se mettre en place, Mathieu, de ton côté, qu'est-ce qui t'intéresse en recherche? Vers où tu t'en vas là, avec tes recherches actuelles? Ouais, bonjour Justin, merci déjà de l'opportunité de parler ici au Curieux Quantique. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'ai toujours un peu de difficulté à présenter ce qui m'intéresse parce que je suis profondément un curieux quantique. J'ai fait pas mal de choses jusqu'à ce que j'arrive à Sherbrooke, que ce soit de l'optique, que ce soit de la photochimie et ce genre de choses-là. Donc je vais plutôt me concentrer sur ce qui m'intéresse aujourd'hui. Une des choses qui m'a toujours fasciné, c'est vraiment aussi un petit peu comme ce dont parlait Paul, l'interaction lumière-matière. C'est vraiment la possibilité d'interagir avec des photons sur des systèmes macroscopiques. Là, quand je parle d'interaction lumière-matière, je parle vraiment d'interaction mécanique. Donc, comment est-ce qu'avec des champs optiques, on est capable de modifier des systèmes mécaniques? L'exemple le plus connu que j'aime bien utiliser, c'est celui des comètes. Donc, on voit dans le ciel, on voit deux queues pour une comète, une queue qui est une queue de particules, puis une queue qui est une queue ionisée, en fait. Et c'est le vent solaire, c'est vraiment les photons du soleil qui vont pousser ces particules. Et donc ça, c'est vraiment une illustration assez jolie de comment est-ce que la lumière peut interagir avec la matière. Alors pourquoi je suis intéressé sur l'interaction lumière-matière dans ce sens-là? Parce que les photons, maintenant, on est capable de les contrôler avec un très très haut degré de fidélité, que ce soit classiquement ou de façon quantique. Donc on peut contrôler leur état de façon très très précise. Par contre, le système mécanique, c'est beaucoup plus difficile. On n'a jamais encore entendu parler de table de votre bureau qui soit quantique. Hein. Donc plus le système mécanique est gros, plus ça devient compliqué de le maintenir dans un état quantique particulier. Donc cette interaction lumière-matière, en fait, ça ouvre vraiment des portes extrêmement intéressantes pour utiliser le contrôle qu'on a sur les systèmes optiques sur un système mécanique. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui m'anime particulièrement aujourd'hui. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour notre recherche? Moi, j'utilise surtout des circuits supraconducteurs. C'est quelque chose qui est assez commun ici à Sherbrooke, à l'Institut quantique. Donc on utilise des circuits supraconducteurs pour générer nos photons dans le micro-ondes. Et c'est ces photons-là qu'on va venir essayer d'utiliser pour venir contrôler un système mécanique. Donc, c'est lié directement aux choses dont on va parler aujourd'hui, mais c'est aussi lié aux capteurs. Donc, on est capable d'avoir un système mécanique maintenant qu'on contrôle très précisément, qu'on est capable de mesurer très précisément et de voir quels sont les impacts de l'environnement sur ce système mécanique. Donc, voilà un petit peu très généralement les choses qui m'intéressent en mécanique quantique. Puis là, dans le fond, quand tu parles d'interaction lumière-matière, est-ce que c'est des dispositifs qui sont à peu près du même ordre de grandeur que ce dont Paul parlait un peu plus tôt, c'est-à-dire de l'ordre du nanomètre, ou est-ce que tu as une autre échelle d'interaction entre la lumière et la matière de ton côté? Alors, ça, c'est une excellente question. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu choqué quand j'ai commencé à travailler avec les micro-ondes. Je viens de l'optique aussi, donc des choses très petites, nanométriques. Par contre, avec les micro-ondes, notre qubit supraconducteur, c'est des choses qu'on peut voir à l'œil nu. Là. Ça fait plusieurs centaines de microns en taille. Donc, c'est des systèmes qui sont vraiment gros, mais c'est des systèmes profondément quantiques. Donc, on travaille plutôt, nous, avec le micro-ondes, on travaille plutôt avec des gros systèmes. Le système mécanique qu'on essaie de contrôler aussi, c'est des relativement gros systèmes. On peut les voir à l'œil nu en forçant un peu. C'est pas extrêmement gros non plus. Mais on ne parle pas du nanomètre, on parle de quelque chose qui sont de l'ordre de la centaine de nanomètres, de la centaine de microns, pardon. Donc, du coup, il y a vraiment un défi intéressant entre ce qu'on fait, nous, dans le régime micro-ondes et mécanique, et puis ce qu'on veut faire avec Paul pour rapporter ça dans le régime optique, où là, on va venir parler de choses qui sont plutôt de l'ordre du nanomètre. Donc, il y a un joli défi, en fait, un joli enjeu au niveau des différentes dimensions des systèmes qu'on va utiliser. Wow, OK, ben c'est fascinant. Puis là, on pourrait évidemment creuser chacun de votre côté là, sur ce que vous faites au quotidien. Mais bon, je vais vous ramener au sujet d'aujourd'hui, donc l'Internet quantique. En fait, ma première question serait peut-être simplement de vous lancer ça de qu'est-ce qu'on entend par Internet quantique? Donc, qu'est-ce que l'Internet quantique? Qui a le goût de se lancer avec une première définition?
Je vais me lancer dans le bain, là. Il y aura sûrement Paul qui va me corriger sur certaines choses. Je pense que l'Internet quantique, c'est un mot qui est beaucoup utilisé en ce moment. Ça reste quelque chose d'assez simple, je dirais, au final. Donc, tout le monde connaît l'Internet. Donc, c'est vraiment de l'information classique qui transite au travers de l'Internet. Et un des constats aujourd'hui, c'est que l'Internet classique, là, ça a permis de connecter des dispositifs de nature extrêmement différente, que ce soit des capteurs, que ce soit des ordinateurs portables tels que nos téléphones. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont centralisées, connectées à travers cet ordinateur, cet Internet classique. La question aujourd'hui, c'est maintenant qu'on commence à avoir des technologies quantiques qui fonctionnent, est-ce qu'on est capable de connecter des senseurs quantiques, des ordinateurs quantiques, tous ces dispositifs quantiques qui commencent à fonctionner surtout dans les laboratoires de recherche, est-ce qu'on est capable de les connecter entre eux et de faire un Internet qui serait un Internet quantique dans ce cas, c'est-à-dire que l'information qu'on va faire véhiculer entre deux de ces dispositifs-là est véritablement une information quantique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut bénéficier de ça? Donc, ça, c'est vraiment la grande question. Je ne serai pas en mesure de répondre à cette question-là aujourd'hui, mais pour donner un petit peu une idée de l'échelle en fait, des choses dont on parle, c'est que l'Internet classique, là, c'est quelque chose qui a pris le pas sur notre vie de tous les jours. Là, c'est vraiment partout dans ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que personne n'aurait pu prédire ça dans les années 80 quand l'Internet a commencé à apparaître. Et il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui disaient que ça servirait probablement à rien. Mais en fait, non, ça sert vraiment à beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que maintenant, on se pose sérieusement la question de qu'est-ce que ça veut dire l'Internet quantique, à quoi est-ce que ça peut ressembler, quels sont les impacts que ça pourra avoir à moyen et long terme sur la vie de tout le monde. Donc, voilà, c'est vraiment ça, comment est-ce qu'on passe de l'Internet classique vers l'Internet quantique. Si je peux rajouter aussi, une des choses qui fascine de la physique quantique, c'est que ça crée toutes sortes de phénomènes ou de mécanismes qu'on peut utiliser qui ressemblent en rien à la physique classique. Par exemple, on peut faire des capteurs de champs magnétiques qui peuvent être excessivement sensibles, ce genre de choses-là. Donc, la physique quantique nous ouvre toutes sortes de portes pour des capteurs, des phénomènes. Un de ces phénomènes-là, par exemple, c'est l'échange d'informations sécurisées. Donc, ce n'est pas ça la nature de l'information quantique. Ça, c'est une des options possibles ou une des facettes qu'on peut exploiter la physique quantique. Donc, souvent, quand les gens parlent d'Internet quantique, je pense, dans le langage populaire, ils font référence à un Internet purement sécurisé ou totalement sécurisé par la physique quantique ou la nature de l'information. Donc, c'est plus compliqué que ça, mais souvent, les gens font référence à ça, je pense, quand ils parlent d'Internet quantique. Et Mathieu pourra en parler plus longuement, mais effectivement, il y a un énorme potentiel de communication sécurisée, mais qui vient avec toutes sortes de défis technologiques énormes. Donc là, si je comprends bien, puis là, dites-moi si je me trompe, mais il y a comme deux niveaux ici. Là. Il y a, Mathieu, ce dont tu parles, c'est de dire on a deux dispositifs quantiques. Donc, ça peut être un capteur puis un ordinateur ou deux ordinateurs entre eux, par exemple. Puis, les dispositifs en question donc, ont de l'information qui est sous forme quantique, puis il y aurait une possibilité d'échange d'informations d'un dispositif à l'autre. Et cet élément-là ou cette structure-là d'échange, dans le fond, c'est ce qu'on appelle l'Internet quantique, d'un point de vue là, objet quantique d'un à l'autre. Donc, échange d'informations d'un objet à l'autre. Maintenant, Paul, tu nous amènes sur un autre terrain qui est peut-être celui duquel on entend le plus parler ou qu'on retrouve dans un paquet de textes sur Internet, c'est de dire on pourrait avoir deux dispositifs classiques. Donc, par exemple, mon laptop, là, actuellement, on se parle par dispositif classique. Mon laptop qui serait connecté avec le laptop de quelqu'un d'autre et pour faire un échange d'informations parfaitement sécurisé entre deux dispositifs classiques, on pourrait utiliser des technologies quantiques donc pour faire une encryption quantique qui serait parfaitement sécurisée donc entre deux objets classiques. Est-ce que c'est de ça dont on parle, dans le fond, les deux versions ici? Là? Oui, tout à fait. Puis je vais rajouter quelque chose, Mathieu va sûrement rajouter par la suite. Pour répondre à ta première des deux options, aujourd'hui, en tout cas, court, moyen terme, on envisage difficilement construire un système quantique dans lequel il y a plusieurs unités de base qu'on appelle les qubits, tout simplement parce qu'il y a un problème d'échelle en ce moment. Donc, une des options qui est envisagée à court moyen terme, c'est de mettre des systèmes quantiques à faible nombre d'unités de base, de qubits, en réseau. Donc, avoir un grand nombre de qubits, mais en réseau. Donc, là, il n'y a pas de notion de sécurité d'information, c'est une notion de mettre en réseau des systèmes quantiques. La deuxième option dont tu parlais, c'est les communications sécurisées. Il s'avère en fait qu'un des défis en physique quantique, c'est de préserver ce qu'on appelle la nature quantique de l'information. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un flip side, excusez mon anglais, c'est qu'en même temps, si on a perdu la nature quantique de l'information, on peut le détecter. Donc, en ayant un lien quantique qui préserve la nature de l'information quantique, en ayant la capacité de détecter si cette information-là quantique a été détériorée et perturbée, on peut avoir par le fait même un lien purement sécurisé selon la physique pour échanger de l'information.
Donc, c'est l'aspect 100% sécure dont on entend parler, c'est de dire, dans le fond, si c'est 100% sécure, c'est qu'on est capable de le détecter 100% du temps si quelqu'un a essayé d'espionner notre message qu'on envoyait. En théorie, ce que je veux dire, c'est que la physique le garantit, mais comme vous dira Mathieu, l'implémentation physique, ou en tout cas technologique de ça, peut avoir des failles. Et c'est là qu'il peut y avoir des failles dans le système quand même. Oh, Mathieu, là, je veux t'entendre là-dessus. Donc, ça ne marche pas encore à 100%, là, c'est ça que je comprends. Là. Alors, c'est pas mon domaine de spécialité, mais donc ouais, la crypto quantique, là, c'est quelque chose on peut prouver que ça marche au niveau de la physique. Là, c'est absolument imbrisable. Donc, si on a un lien quantique pour la cryptographie, on saura, si quelqu'un écoute, on sera capable d'échanger une clé qui sera sûre à 100%. Le problème, et là on revient sur comment est-ce qu'on travaille entre la physique, l'ingénierie et toutes ces choses-là, c'est qu'il faut un dispositif technologique quelque part pour faire fonctionner ça. C'est faire la physique, écrire les équations, c'est une chose, mais un jour il faut que ça arrive dans la vraie vie. Et donc ces dispositifs-là peuvent être susceptibles à certains types d'attaques. Donc ça c'est aussi tout l'aspect ingénierie qui est fascinant. Voir comment est-ce qu'on prend des concepts théoriques qui sont vraiment très très clairs et comment est-ce qu'on fait en sorte que ces concepts théoriques fonctionnent aussi bien qu'on le peut dans la vie de tous les jours, et il y a des enjeux technologiques pour ça. Donc effectivement, le lien quantique peut être prouvé comme étant sûr à 100%. Techniquement, il n'est pas forcément sûr à 100%. Il y a des moyens de pirater certains systèmes commerciaux, et il y a toujours des gens qui sont extrêmement intéressés pour regarder et chercher ces moyens-là. Donc il y a vraiment toute une activité de personnes qui essaient de développer ces systèmes-là et donc de personnes qui essaient de compromettre ces systèmes-là. Donc il y a vraiment un jeu assez rigolo de chat et la souris. Puis pour vous donner une idée, c'est pas quelque chose, quand on dit que les systèmes peuvent être attaqués, c'est pas aussi trivial que quelqu'un branche un fil au mauvais endroit ou quelqu'un a laissé une porte ouverte. Par exemple, il y a plusieurs technologies de cryptographie qui sont fondées sur la génération de nombres aléatoires, par exemple. Pour donner un exemple dont Mathieu me parlait tantôt. Et un générateur de nombres aléatoires, en théorie, ça existe, c'est parfait, ça fonctionne toujours, mais en pratique, en fait, générer des nombres aléatoires par ordinateur, c'est jamais totalement aléatoire. Donc, c'est le genre de faille qui peut être exploité, par exemple. Donc, les différences entre la physique et puis la physique théorique et puis l'application pratique de cette physique. OK. Puis là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que la partie qui peut être piratée, à quelque part, c'est que c'est la partie classique à chacun des deux bouts du système de communication et non pas le bout quantique au centre, parce que lui, c'est lui qui nous dit qu'il est parfaitement sécure par la physique quantique. Oui, oui, alors tout à fait. Mais ça peut être aussi des problèmes techniques au niveau de comment est-ce qu'on génère cet état quantique. Parce que Paul l'a mentionné, donc là, c'est vraiment le fait qu'on repose sur un état quantique. Je voulais d'ailleurs revenir sur un aspect assez fondamental. La raison pour laquelle on ne peut pas avoir accès à cet état quantique sans que la personne à l'autre bout de la ligne ne s'en rende compte, c'est parce que l'état quantique, on ne peut pas le copier. D'accord? Ça, c'est le théorème du non-clonage, c'est quelque chose de vraiment très fondamental à la mécanique quantique. Sachant qu'on ne peut pas copier cette information, si on l'a lu, on va avoir perturbé cette information-là et la personne à l'autre bout de la ligne sera capable de le détecter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très simplifié. C'est un petit peu plus compliqué dans les faits sur comment est-ce qu'on fait ça, mais ça veut dire qu'on a un état quantique sur la ligne. Maintenant, générer un état quantique sur la ligne, techniquement parlant, c'est encore difficile. On a du mal à générer les photons un par un avec une forte cadence. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des impulsions de photons. Et donc dans ces impulsions, pour être sûr qu'il n'y a pas trop de photons, c'est des impulsions très, très, très faibles, laser. Et donc, en général, il n'y aura pas de photons dedans. De temps en temps, il y aura un photon, mais parfois, il y en aura deux. Et donc, le système est toujours parfaitement quantique. On peut toujours décrire le système là avec la mécanique quantique. Donc, il y a deux photons. Sauf que l'attaquant, ici, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut se débrouiller pour détecter quand il y a deux photons et récupérer un de ces photons-là. Donc, ça s'appelle la découpe de photons. Et récupérer l'information de ce un photon-là. Donc, la théorie fonctionne toujours très bien, mais on voit que c'est vraiment dans la façon dont techniquement on réalise ça qu'on peut se retrouver avec des failles et des ouvertures en fait au piratage. Ce qui rappelle qu'en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais qu'en pratique, il y en a une, évidemment. Exactement, exactement. Mais maintenant, est-ce que ça fonctionne à température pièce, cet Internet-là, donc cette communication quantique-là, ou est-ce qu'il faut aller à extrêmement basse température? Parce que les ordinateurs quantiques, quand on prend par exemple ceux qui fonctionnent avec des qubits supraconducteurs, on parle d'une dizaine ou une vingtaine de millikelvin, donc des fractions d'un degré Kelvin au-dessus du zéro absolu. Est-ce que là, on parle de températures qui sont aussi basses ou est-ce qu'on est capable de travailler à température pièce, par exemple?
Alors, j'ai plein de réponses sur cette question. C'est une superbe question, merci. Non, parce qu'il y a plein d'aspects qui sont extrêmement intéressants à venir auxquels il faudrait répondre ici dans cette question-là. Oui, effectivement, les ordinateurs supraconducteurs, donc les ordinateurs de IBM et de chez Google, les ordinateurs quantiques, fonctionnent à très, très basse température. La raison pour laquelle ils fonctionnent à basse température, c'est parce qu'ils fonctionnent à des fréquences qui sont de l'ordre du gigahertz. Et pour rendre les choses encore un peu plus simples, ça veut dire qu'à ces fréquences-là, si ça c'était à température pièce, indépendamment du fait que c'est un supraconducteur, que ça ne marcherait peut-être pas à température pièce, et même sans parler de ça, il y aurait beaucoup de photons thermales en fait. Il y aurait beaucoup de photons qui sont excités par la température de la pièce. Donc on n'aurait pas un état quantique pur avec juste un photon que l'on contrôle, on aurait un photon avec par-dessus des milliers et des milliers de photons thermales qu'on n'a pas contrôlés. Donc là, on ne serait pas capable d'en faire grand-chose. Donc on va travailler à très très basse température pour que notre système, en fait, si on n'y fait rien, il n'y ait pas de photons dedans, du tout, pas de photons thermales. Donc c'est pour ça qu'on travaille à très basse température. Indépendamment de la supraconductivité, ça c'est une chose technique par-dessus. Donc effectivement, ces ordinateurs quantiques, les IBM, ils fonctionnent à basse température. L'Internet quantique, c'est un très très beau défi technique parce que ces ordinateurs à basse température dans le micro-ondes, on ne peut pas les connecter à très grande distance. On n'est pas capable de transmettre de l'information à grande distance avec des photons micro-ondes, en partie à cause de la température, en partie par rapport aux pertes de ces systèmes-là. Mais du coup, ce qu'on veut faire, nous, c'est exactement cette question-là. Comment est-ce qu'on passe d'un photon micro-ondes pour pouvoir le transmettre à longue distance à température pièce? Et donc là, c'est le photon optique. Hein, l'avantage des photons optiques, c'est des photons à beaucoup plus haute énergie. Et à la température de la pièce, si vous envoyez un photon, par exemple dans le verre à 532 nanomètres dans la pièce, si votre pièce était complètement obscure, il n'y aura aucun autre photon que ce photon-là à 532 nanomètres. Tous les photons thermales, il n'y en aura pas du tout à cette fréquence-là, ou la probabilité qu'il y en ait est extrêmement faible. Donc on est capable de faire de la transmission de l'information quantique dans le visible ou dans les longueurs d'onde télécom. Donc, toutes les fibres qui acheminent votre Internet chez vous, c'est souvent des fibres télécom. Et donc, dans ces fibres-là, on est capable de faire transiter l'information quantique sans enjeu par rapport à la température de la pièce. Donc oui, c'est possible, mais pas pour tous les systèmes. Donc là, on pourrait utiliser la fibre optique qui existe déjà. Ou est-ce qu'il faudrait changer de type de fibre optique? Parce que des fois, on entend parler de fibre optique noire, entre autres. Donc, là, ça, c'est une question que j'avais. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on utilise déjà? Là, il y a un enjeu de partir du photon qui est micro-ondes vers un photon qui est, par exemple, dans la longueur d'onde visible, donc le photon optique, ou dans les longueurs d'onde télécom. Donc, il y a cette traduction-là de l'état quantique d'un type de photon vers un autre. Donc là, j'ai deux questions là, que je viens de poser. On peut peut-être y aller avec une après l'autre. La réponse la plus rapide, c'est oui. La fibre noire dont on entend parler, c'est exactement la fibre qui va transporter l'information vers nos modems. On l'appelle noire parce qu'il n'y a aucun transit d'information dans cette fibre-là. Elle est inutilisée. C'est pour ça qu'on l'appelle noire. C'est une énorme opportunité ici au Québec, peut-être au Canada dans son ensemble, mais je sais qu'au Québec, c'est une belle opportunité parce qu'il y a beaucoup de fibres noires accessibles. Donc, pour développer notre recherche, c'est une belle opportunité. En Europe, ce n'est pas le cas. C'est extrêmement compliqué d'avoir accès à la fibre noire. Donc, ici, on a déjà de l'infrastructure qui a déjà été installée pour tester les systèmes. Par rapport à la question de comment est-ce qu'on fait pour passer du micro-ondes à l'optique, ça, c'est la chose qui m'intéresse énormément. Donc là, je suis un petit peu comme un petit enfant tout excité. Là, je veux répondre. Donc oui, moi, mon approche, c'est ça, c'est utiliser un système mécanique. Donc, je vais revenir sur le fait qu'on ne peut pas copier l'information. Et d'ailleurs, tu mentionnais un mot, là, tu n'as pas parlé de conversion, et ça, c'est vraiment, vraiment bien vu, parce qu'on n'est pas capable de convertir l'information d'une longueur d'onde vers l'autre. On n'est pas capable de la copier, on n'est pas capable de l'amplifier. Donc, du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va prendre l'information quantique qui est dans un mode, donc dans un photon micro-ondes, et on va essayer pas de la transformer, mais on va dire de la transduire, c'est le mot qui est utilisé actuellement, vers un autre mode. En fait, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, dans cette opération-là, l'information, elle n'est jamais à deux endroits au même moment. Elle est soit dans le premier mode, soit dans le deuxième mode. Donc, on ne l'a pas copiée, on ne l'a pas amplifiée. À aucun moment donné, on la connaît, mais il faut être capable de la faire passer d'un mode à un autre. Et il y a plein d'approches qui sont proposées en ce moment. Avec Paul, on travaille sur une approche qui est d'utiliser un système mécanique. Donc, je reviens sur mes systèmes mécaniques favoris, mon interaction lumière-matière, ou aussi l'intérêt de Paul sur l'interaction lumière-matière pour les systèmes optiques. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre l'état d'un photon micro-ondes, le faire interagir avec un système mécanique et le faire interagir suffisamment fortement pour être capable que cet état micro-ondes du photon soit transmis ou transduit sur le système mécanique. Et un des gros avantages du système mécanique, c'est que ce système mécanique-là, on sait comment le coupler avec des photons micro-ondes d'une part, mais aussi avec des photons optiques. Donc, une fois qu'on a maintenant notre état dans notre système mécanique, là, on peut essayer de le transduire de ce système mécanique vers un photon optique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un état quantique sans le connaître.
on l'a transduit dans un système mécanique. On ne le connaît toujours pas. Donc maintenant, notre information, elle est encodée, par exemple, sur la vibration d'un levier mécanique. Et cette vibration du levier mécanique, on va la prendre de nouveau et l'encoder sur un photon optique qu'ensuite, on va vouloir avoir acheminé sur une fibre optique. Donc ça, c'est vraiment un des gros projets qu'on a en ce moment avec Paul, de transduction. D'ailleurs, pour la petite histoire, on utilise le mot transduction et pas conversion. Transduction, ça vient de la biologie. C'est quand vous avez certaines molécules biochimiques qui sont transduites à l'intérieur d'une cellule, donc elles sont transformées par la cellule. Donc, c'est plus la molécule initiale, c'est une nouvelle molécule, mais elle n'a pas été copiée, elle a juste été modifiée. Il n'y a toujours eu qu'une molécule dans l'histoire. Ici, c'est la même histoire, il n'y a toujours eu qu'une information quantique. Elle a été transférée d'un milieu vers un autre. Des fois, donc, on parle de transduction, on se rappelle, c'est le mot à retenir là, de ce qui se passe. Vas-y, Paul, de ton côté. J'allais dire, aux oreilles de certaines ou certains, ça peut sembler un peu grossier de passer par un système mécanique. On s'imagine, on a quelque chose d'hyper high-tech, tu sais, de physique, des photons, là, quelque part, il y a un levier qu'on actionne. C'est une analogie un peu cocasse, mais évidemment, on ne parle pas de ça du tout. On parle d'un système mécanique à une très petite échelle. Et grâce aux infrastructures qu'il y a ici et ailleurs, on peut fabriquer des matériaux, par exemple, de nature cristalline extrêmement pure, qui ont des résonances magnétiques d'une finesse et d'une pureté absolument énorme. Et c'est via ces systèmes-là qu'on va transiter faire la transduction de photons micro-ondes à un photon optique. Donc, ça implique vraiment de la haute voltige. Le système mécanique dont Mathieu parle, en fait, son expertise à lui, c'est de la très haute voltige, tant au niveau de la physique que de la technologie, là, pour avoir ce genre de système mécanique-là à ces échelles-là qui préserve la nature quantique de l'information. Et puis toi, de ton côté, donc on parlait tout à l'heure de lumière sur puce. C'est quoi le bout qui t'intéresse ou le bout sur lequel tu te penches dans justement cette transduction-là? J'imagine que c'est à quelque part dans ces eaux-là, en partir de l'information qui est dans le micro-ondes vers l'information qui est en longueur optique là, pour la communication. Là où Mathieu, où nos expertises se croisent ou se rejoignent, en fait, c'est que Mathieu, lui, va amener l'information de température cryogénique vers un résonateur, un système mécanique en préservant la nature quantique de l'information. Moi, où j'amène mon expertise, c'est ensuite de l'autre côté, on va passer de la résonance mécanique à une résonance optique, mais à des échelles télécom. Donc, on a un quanta d'information qui va passer de l'environnement cryogénique, un photon micro-ondes, au résonateur mécanique, pardon, et ensuite, il va y avoir un système photonique associé à ça qui va préserver la nature de l'information avec justement un fort confinement de champ pour avoir un photon unique qui, lui, va transiter ensuite vers une fibre optique conventionnelle. On a l'avantage d'avoir 20-30 années de développement de fibres optiques télécom qui préservent l'information, pardon, qui ont un niveau de perte tellement faible, en fait, que c'est du niveau de perte requis pour de la transmission d'informations quantiques. Par exemple, pour vous donner une idée, normalement, on va évaluer les pertes d'un système en termes de, je ne sais pas, un ordre de grandeur par unité de distance. Je ne sais pas, moi, je perds 10 de l'information par centimètre ou 10 de l'information par mètre ou des choses comme ça. Dans les fibres optiques télécom de haute performance, on parle typiquement d'unités de perte par kilomètre. Donc, ce sont des systèmes à extrêmement faible perte et heureusement bien adaptés pour la transmission de photons à faible perte tels que requis par la quantique. Et puis là, donc là, vous nous avez parlé de comment on passe de systèmes quantiques micro-ondes vers des longueurs d'onde qui sont de l'ordre, bon, par exemple, du visible. Est-ce que c'est les mêmes systèmes quantiques appliqués en série inverse à l'autre bout de l'Internet quantique ou est-ce qu'il y a d'autres technologies qui sont nécessaires pour retrouver notre information exactement comme elle était au départ à quelque part, mais évidemment à un autre lieu? Je dirais que c'est ce qu'on vise, un système justement bidirectionnel. Cependant, comme Mathieu pourra dire plus en détail, en fait, technologiquement, c'est extrêmement difficile de faire ces systèmes-là qui fonctionnent aussi bien dans les deux sens, mais c'est le but ultime. Le but ultime, si on se permet de rêver, c'est un gadget là, dans lequel tu branches une fibre quelque part, tu branches ça dans ton frigo micro-ondes et l'information rentre et sort par ce lien-là, il va se brancher à un autre frigo. Encore là, de faire ça dans un sens, déjà, c'est extrêmement difficile. De faire ça dans les deux sens, c'est encore plus difficile. Oui, là, il y a plein d'enjeux technologiques. Là, c'est vraiment très, très difficile. Je pense que s'il y a peut-être une chose à dire sur l'aspect technologique de ces systèmes-là, moi, je les catégorise en deux grandes questions. Là, si on veut transférer beaucoup d'informations très vite ou si on veut transférer de l'information vraiment très précise, donc des états quantiques vraiment très, très complexes. Et donc là, on se préoccupe pas tant de la vitesse.
Donc, ce serait des systèmes qui sont très, très haute efficacité ou des systèmes qui sont très haute bande passante. Moi, en tout cas, personnellement, avec les systèmes qu'on développe ici, on s'intéresse plus à des systèmes très, très haute efficacité. Le point d'un système haute efficacité, ça veut dire qu'un seul photon dans le système micro-ondes est suffisant au niveau de son interaction avec le système mécanique pour passer du système micro-ondes au système mécanique. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on parle d'un photon qui est très très peu énergétique. Ce serait un photon qui est émis très facilement à des températures de l'ordre de quelques Kelvin. Donc, c'est des photons qui portent très très peu d'énergie. Donc, d'avoir un de ces photons-là en proximité d'un système mécanique, les systèmes mécaniques que j'utilise, pas vraiment de la haute voltige pour le moment. C'est une des beautés de l'approche. D'ailleurs, on fait plutôt de la haute gymnastique avec des composants assez simples. C'est un levier AFM, donc c'est une planche qui fait 100 microns de long par 50 microns de large, donc c'est très très gros. Et on parle d'être capable de prendre un photon dans un état bien particulier et de transmettre cet état-là dans l'état de vibration d'un système mécanique qui a des dimensions absolument incommensurables. En tout cas, si on regarde sur le papier, par rapport aux dimensions énergétiques du photon, c'est des choses qui sont vraiment surprenantes, je trouve, d'être capable d'avoir ce type d'interaction lumière-matière à ce niveau-là. Parce qu'encore là, 100 microns, c'est un dixième de millimètre, donc on peut le voir à l'œil nu. C'est ça dont C'est on gros, parle. Là. Oui. c'est très très gros. Donc, faire Non, mais c'est interagir quelque la chose lumière avec un dispositif aussi gros que ça, c'est ça. Là. Donc, c'est ça gros là, dans la discussion. Là. Exactement. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose de fascinant parce que à chaque fois qu'on parle de quantique, à n'importe quel niveau, à chaque fois la quantique, tous les exemples qu'on a, c'est un photon. C'est ce genre de choses, ou un atome, un ion, une collection de quelques atomes, une collection de quelques ions. C'est très rare d'être capable de voir une de ces choses à l'œil nu. J'ai pas beaucoup d'exemples où on est capable de voir une de ces choses à l'œil nu. Une fois dans ma vie, j'ai eu l'opportunité de regarder à travers le binoculaire d'un microscope et voir un ion qui était piégé dans un laboratoire en Autriche à l'œil nu, sans caméra. Donc, c'est la seule fois où j'ai réussi à voir un ion isolé. C'est assez difficile en général. Bon, on s'entend, hein, tout est relatif. Hein? Pour Mathieu, quelque chose qui a la dimension de 3 ou 4 cheveux, c'est gros. Mais bon, ça vous donne une idée des échelles auxquelles on travaille. Ça, pour nous, c'est énorme. Puis, donc là, tout ça pour nous amener à, bon, OK, on a un Internet quantique éventuellement là, avec les technologies que vous développez qui va nous permettre de passer l'information donc d'un frigo à un autre frigo. Donc là, on ne parle pas de frigo évidemment à la maison, on parle de frigo qui nous amène à des températures très près du zéro absolu, donc dans les fractions d'un degré Kelvin. Maintenant, est-ce qu'on pourrait penser à un Internet qui serait entre utilisateurs, je vais dire, commun, c'est-à-dire vous et moi de notre bureau ou de la maison, ou est-ce que, dans le fond, l'Internet quantique, c'est vraiment destiné pour transférer de l'information, je veux dire, d'un labo à un autre, parce que des frigos cryogéniques qui travaillent à ces températures-là, c'est pas commun, là. Non, alors je sais pas si je suis vraiment qualifié pour répondre à cette question. C'est une question qui se pose beaucoup dans la communauté de qu'est-ce que ça va vouloir dire l'Internet quantique, qui c'est qui va utiliser l'Internet quantique. Donc, c'est encore pas très très clair. Je pense que la meilleure réponse pour le moment, c'est qu'on s'achemine plus vers un système hybride. Donc, on aura beaucoup d'informations classiques et puis par-dessus certaines fibres ou les mêmes fibres utilisées dans d'autres gammes de longueur d'onde qui achemineront l'information quantique. Et la raison pour laquelle ça me semble être l'approche la plus saine, c'est qu'on n'a pas besoin de communiquer de l'information quantique pour toutes les applications. Il y a beaucoup de choses que je fais avec mon téléphone. Envoyer un message à mes amis, ça m'est absolument égal si c'est encrypté sur un canal quantique ou si c'est encrypté avec une encryption classique. Pour la majorité des messages que j'envoie, la grande majorité, il n'y a pas d'information qui serait vraiment gênante si elle était récupérée par quelqu'un. Donc l'Internet quantique, on ne pense pas, en tout cas, même à long terme, donc on ne pense pas que d'ici 5-10 ans, ce soit quelque chose que tout le monde va utiliser. On utilisera probablement pour des applications bien particulières, la cryptographie quantique, comme Paul le mentionnait, mais aussi pour distribuer des tâches de calcul quantique. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très, très important. C'est les ordinateurs quantiques. Aujourd'hui, ça commence à fonctionner. On commence à avoir des processeurs quantiques qui fonctionnent. Les mettre à l'échelle, donc avoir de plus en plus de qubits, c'est très difficile. Si maintenant on est capable de les connecter entre eux de façon quantique, on peut faire de la parallélisation d'une certaine façon, ou du calcul distribué, dit d'une autre façon. Et ça permet vraiment de trouver une solution intermédiaire en fait à mettre à l'échelle un ordinateur quantique, plutôt que de mettre à l'échelle, faire en sorte que plusieurs ordinateurs quantiques communiquent de façon quantique pour vraiment bénéficier d'un gain de performance.
OK. Bon, j'en profite pour rappeler que si vous avez des questions, vous pouvez les mettre là, dans l'espace de discussion dans votre fenêtre Zoom et puis on pourra y arriver dans quelques minutes. En attendant, j'ai encore quelques questions pour vous. Là, bon, Mathieu, toi, tu es dans le nouveau bâtiment de l'Institut quantique. Paul, tu es plus du côté du 3IT, donc à quoi 2 kilomètres peut-être de distance, quelque chose comme. Est-ce que vous communiquez entre vos deux laboratoires par Internet quantique déjà? Ou en fait, ma question, c'est qu'est-ce qu'on a comme infrastructure déjà, soit à Sherbrooke, soit au Québec? Donc, de quoi ça a l'air, cette communication quantique-là? Mathieu? Non, on communique de façon classique pour le moment. J'adorerais que ce soit en mesure de le faire de façon quantique. Ça veut dire qu'on est vraiment parmi on serait les meilleurs du monde, je pense, si on est capable de le faire de façon quantique déjà. Euh, donc non, on fait tout classique. Concrètement, ce que ça veut dire, donc ça, ce serait une des choses qu'on aimerait vraiment arriver à faire dans un futur assez proche, d'avoir un transducteur, même qui ne fonctionne pas avec une efficacité de 100%, mais être capable de connecter 2 qubits de façon quantique à une distance non négligeable. Donc peut-être pas entre l'Institut quantique et le 3IT, mais à plus court terme entre un laboratoire de l'Institut quantique avec un autre laboratoire de l'Institut quantique. Et encore mieux, moi, quelque chose que je trouve vraiment de beau comme démonstration, c'est faire communiquer 2 qubits de nature différente. Donc, faire communiquer un qubit supraconducteur, par exemple, avec un qubit de spin, à travers une fibre optique, à travers le bâtiment de l'Institut quantique. Ça serait une démonstration absolument magnifique. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux technologiques à résoudre avant d'en arriver là. Donc, nous, ce qu'on contrôle bien pour le moment, relativement bien pour le moment, c'est la connexion entre le système micro-ondes et le système mécanique. Là, maintenant, il faut qu'on fasse beaucoup de travail sur comment est-ce qu'on passe du système mécanique au système optique. Paul, de ton côté, as-tu quelque chose à ajouter là, sur la portion infrastructure, là? Non, autrement que dire que ce qu'on vise, c'est évidemment un lien quantique mais comme Mathieu dit, on va commencer de manière un peu plus modeste, ne serait-ce que faire communiquer 2 qubits de miniatures différentes, mais on a toute une hiérarchie d'objectifs à travers différentes demandes de fonds. Et puis une importante sur laquelle on travaille collectivement, par exemple, c'est un lien quantique fibré entre diverses institutions majeures universitaires au Québec, par exemple. On est plusieurs à travailler ensemble collectivement là-dessus. Mais comme Mathieu dit, ça implique toutes sortes d'enjeux et c'est là qu'on va chercher et on va combiner les forces vives des différentes institutions, puis on a collectivement cet objectif-là. Donc, au Québec, ça veut dire quoi avec le pôle Montréal, avec le pôle Québec, par exemple? L'Université Laval, l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, le TS. Oui. OK. Puis, qu'est-ce que ces autres institutions-là amènent comme expertise qu'on n'a pas ici à Sherbrooke, par exemple? Donc, là, je comprends ce que vous nous avez raconté là, depuis un peu plus qu'une demi-heure maintenant. Donc, là, je commence à avoir une bonne idée. Qu'est-ce que ces autres universités-là amènent comme expertise qui viennent compléter donc ce chemin-là vers l'Internet quantique? Mathieu, pour seulement donner d'autres exemples, moi en particulier, je travaille beaucoup avec les gens à l'Université Laval qui sont mondialement connus pour les fibres optiques. Des fibres optiques, par exemple, on les fabrique en ayant, ça se décrit un petit peu simplement, là, mais en ayant des fibres optiques, c'est fabriqué avec des matériaux transparents, ça peut être des polymères ou du verre. Mais on commence avec une espèce d'énorme boule qu'on met en haut d'une tour. Et en fait, essentiellement, là, si vous imaginez un matériel un peu visqueux, ça fait une espèce de petite queue en dessous qui s'allonge. Là, puis en fait, on va venir tirer la fibre comme ça. Ça s'appelle une tour à fibre. À Laval, ils ont ça. Ils sont à ma connaissance, la seule université au Québec, une des rares au Canada qui ont accès à des tours à fibre et une expertise énorme derrière la fabrication de matériaux pour des fibres optiques de très, très haut niveau de prochaine génération. Donc, on a la chance d'avoir l'Université Laval dans le réseau universitaire au Québec, justement, pour expérimenter du côté fibre pour la transmission de l'information quantique. OK. Donc, Laval amène le côté fibre, puis du côté de Montréal, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Mathieu? Donc, pour répondre à la question, je vais peut-être faire un petit détour. On n'a peut-être pas été extrêmement juste par rapport à tout le monde qui travaille sur la transition en général à travers le monde, pas juste au Canada. Donc, on a parlé de l'approche mécanique, mais il y a beaucoup d'approches qui sont explorées aujourd'hui. Donc, ça, c'est une des particularités de la technologie quantique, hein, c'est que c'est des systèmes très complexes. Donc, en général, on ne mise pas sur un seul cheval. C'est nécessaire en fait d'explorer plusieurs approches en parallèle. Et c'est là-dessus que vraiment on peut tisser des collaborations fortes. Parce que bien qu'on travaille sur des systèmes différents, en fait, il y a beaucoup d'aspects qui sont en commun, que ce soit sur des défis technologiques ou même sur des aspects plus fondamentaux, d'une part. Puis d'autre part, en plus, il y a peut-être des systèmes qui sont plus adaptés pour un type de transduction, donc à haute efficacité, comme j'ai parlé avant, ou à haute bande passante.
Donc, il y a des gens qui, à Montréal, par exemple, il y a des personnes, donc Lee and Childress, qui travaillent sur les centres colorés. Les centres colorés dans le diamant, ça peut être aussi une approche très, très intéressante pour faire la transduction, donc en utilisant du coup ces centres colorés-là. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé aussi dans le passé. Donc, l'idée, c'est d'utiliser un diamant là, qui a une couleur particulière parce qu'il y a des défauts dedans, et donc venir utiliser ces défauts pour être capable de transférer l'information du micro-ondes vers l'optique. Il y a des gens qui s'intéressent à utiliser des spins dans la silice, par exemple, le silicium, pardon. Il y a des gens qui sont intéressés pour utiliser des dopants de terres rares dans des cristaux. Il y a aussi des gens qui sont intéressés pour utiliser des atomes. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt pour cette technologie-là. Donc, au sein du Québec, là, il y a tout un tas d'experts, que ce soit en diamant. Il y a aussi des experts en système mécanique. Donc, vraiment, comment optimiser ces systèmes mécaniques-là, qui ont une bien meilleure compréhension de ces systèmes que moi. Donc là aussi, c'est aussi une expertise qu'on peut aller chercher, avec les gens avec lesquels on est en train de travailler maintenant à Montréal, pour optimiser ces systèmes mécaniques-là. Donc il y a vraiment, c'est une très très belle opportunité en plus pour collaborer sur le niveau provincial et puis au niveau fédéral même, avec les gens à travers le Canada sur quelque chose qui, de notre point de vue, c'est un enjeu technologique extrêmement important. Et puis c'est un enjeu stratégique aussi pour le pays, dans le sens où le premier pays qui arrivera à débloquer ça, c'est un avantage énorme sur le point de vue technologique mondial. Ben, justement, ça fait un bon lien avec la prochaine question que j'avais pour vous. Donc là, au Québec, je comprends qu'il y a une belle synergie qui se passe entre même différentes institutions de recherche. Donc, comment ça se positionne, cet écosystème-là, justement par rapport au reste du Canada, mais aussi mondialement? Donc, comment est-ce que, où sont rendus les autres groupes ou sur quoi travaillent les autres, le reste du Canada et les autres pays, là, de quoi ça a l'air? Donc, sur le Canada, donc pour répondre à la première partie de la question, là, sur le Canada, on est en train de travailler très très fort avec Calgary, justement pour essayer d'avoir une collaboration sur l'ensemble du Canada, pas juste au niveau du Québec. D'une part parce que c'est vraiment cool de travailler avec plein de gens. Tout le monde a des idées différentes, tout le monde a une approche différente de la physique ou des défis d'ingénierie. Donc, c'est vraiment très très positif de travailler tout ça en groupe, plutôt qu'en compétition. D'une part, et puis d'autre part, parce que technologiquement, c'est vraiment quelque chose de très, très, très compliqué. Je pense que ce serait un petit peu présomptueux de dire que nous, tout seuls, on est capable de tout faire. Donc c'est vrai, on a vraiment besoin d'aide. C'est ça que je veux dire par là. Sur le plan de vue international, il y a quelques groupes qui sont très actifs là-dessus. Il y a 2 groupes qui sont extrêmement actifs aux États-Unis. Il y a 2, 3 groupes qui sont très actifs en Europe aussi. Et à ma connaissance, peut-être 1 ou 2 groupes en Asie, mais ça, je ne suis pas complètement sûr. Donc, c'est quelque chose qui commence vraiment à prendre de l'envergure. C'est quelque chose de vraiment, c'est des projets conséquents. C'est pas des projets dans lesquels on se lance en se disant que dans 2 ans, c'est fini, on aura réglé le problème. C'est des projets dans lesquels on se lance en se disant que dans 5 ans, si on a un dispositif, c'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'état en fait actuel international de ce type de système. Et alors, ah oui, il y avait une troisième partie de la question. Quel type de système? Une des approches les plus explorées aujourd'hui, non, les 2 approches les plus explorées, c'est les atomes ou les atomes artificiels et les systèmes mécaniques. Donc là, c'est encore une fois la question, c'est la balance entre bande passante et efficacité. Donc chaque système a des particularités. Puis, qu'est-ce que c'est les prochaines étapes, là? Donc, qu'est-ce qui s'en vient dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Donc, quel chemin on doit parcourir pour arriver à cet Internet quantique-là? Puis, c'est quoi les grandes étapes là, à partir de ce chemin-là? Ça c'est pour finir, c'est vraiment une question difficile. Donc, il y a déjà des gens qui ont fait des démonstrations. En général, les démonstrations de ces systèmes-là de transduction, même les transducteurs bidirectionnels, un des gros problèmes, c'est que l'interaction n'est pas suffisamment forte pour travailler avec un seul photon. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on a beaucoup plus d'excitation, donc des photons, pour être capable de maximiser un petit peu cette interaction-là. C'est pour ça que je reviens souvent sur le système mécanique pour illustrer un peu les choses. Si on veut avoir un impact plus important sur le système mécanique, il suffit de pousser plus fort. Okay, donc, on met plus de photons, on pousse plus fort, on a plus d'impact sur le système mécanique. Et de cette façon-là, on est plus capable de transférer l'état quantique. Le problème, c'est que maintenant, notre état quantique est un peu plus trivial, entre guillemets, parce que ce n'est pas un photon dans un état quantique très, très particulier, type une superposition d'états ou un chat. C'est des états quantiques un peu plus conventionnels, entre guillemets. Donc, du coup,
en bande passante, ça marche bien. Par contre, on n'a pas l'efficacité suffisante pour vraiment transférer des états quantiques complexes, ou alors on n'a pas trouvé d'astuce théorique pour faire ça pour le moment. Donc ça, c'est un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, pour répondre à la question plus directement, une des choses qu'on essaie de faire ici, c'est vraiment être capable de démontrer un système qui a une très très haute efficacité au coût d'une bande passante très faible, probablement. On ne s'attend pas à avoir une forte bande passante. Donc là, à très court terme, ce qu'on est en train de maximiser, c'est comment est-ce qu'on fait pour coupler le photon micro-ondes avec le système mécanique. On a un point de départ qui est assez conséquent. Là. On est au niveau des forces de couplage avec notre approche particulière. On est au niveau de l'état de l'art, donc on a les couplages les plus importants, les plus forts du monde pour l'instant. Et donc notre objectif ici, c'est de pousser ça plus loin pour avoir des couplages suffisants pour être capable de faire du contrôle à un seul photon pour l'aspect micro-ondes vers l'aspect mécanique. Ensuite, ce qu'on veut faire en travaillant avec Paul, c'est passer de l'aspect mécanique à l'aspect photonique. Dans ce cas-là, l'avantage qu'on va avoir, c'est que là, on va s'acheminer vers une transduction unidirectionnelle, donc du micro-ondes vers le photon. Et là, on peut se permettre d'avoir des couplages un peu plus faibles avec l'aspect optique qu'on va venir contrebalancer en ayant plus de photons dans l'aspect optique. L'avantage, c'est qu'on a déjà réussi à mettre notre information sur le système mécanique. Donc, dans cette conception unidirectionnelle, là, on est capable de travailler quand même. Ça veut dire que ça serait beaucoup plus difficile de faire le chemin inverse. Mais ça, ce serait la première étape, d'avoir un transducteur efficace sur la partie micro-ondes, unidirectionnelle. Je dirais 5 ans, ce serait très bien. Comme d'habitude, pour la recherche, en général, on se trompe toujours un petit peu d'ordre de grandeur au niveau des délais, mais ce serait notre objectif. Ouais. Puis, Paul, de ton côté, qu'est-ce qui s'en vient dans ce que tu peux voir dans ta boule de cristal, là? Bon, ma réponse se rallie pas mal à celle de Mathieu, c'est-à-dire d'une part, on se concentre sur les mêmes priorités et d'autre part, l'incertitude dans la réponse est énorme parce que c'est, comme on discutait lui et moi ce matin, une des choses qui me fascine la quantique, en fait, c'est que c'est très rare en ingénierie de travailler dans un domaine où les théoriciens et les ingénieurs se parlent. En électronique, par exemple, on fait des systèmes super avancés, mais la théorie date d'une centaine d'années. C'est juste que la réalisation matérielle de ça est extrêmement difficile. Cependant, en quantique, littéralement, les théoriciens et les ingénieurs se parlent sur une base régulière. Moi, quand je vais à l'Institut quantique, je parle des théoriciens. Donc, à cause de ça, c'est la recherche extrêmement avancée à plusieurs niveaux, mais en même temps, le degré d'incertitude est élevé. Quels vont être les systèmes physiques, en fait, qui vont permettre de réaliser ce dont on rêve? Ça reste encore à élucider parce qu'il y a plusieurs candidats qui ont différentes caractéristiques et la théorie derrière, c'est pas simple, est encore en développement. Donc, c'est vraiment difficile de donner une réponse claire à où est-ce qu'on s'en va puis par où ça va passer, là. Autrement que tout le monde s'entend sur l'importance, le potentiel, puis qu'il y a une course mondiale sur plusieurs de ces volets-là simultanément. Et qu'à Sherbrooke, on a la chance d'avoir une masse critique là, dans différents domaines qui travaillent de manière très, très étroite, puis qu'on est à l'état de l'art, comme dit Mathieu. Wow, c'est vraiment, vraiment intéressant tout ça. Il y a quelques questions qui viennent d'arriver là, dans les espaces de discussion. La première, c'est la suivante. On entend souvent parler de l'algorithme de téléportation quantique, en fait, qui est même assez facile à simuler dans les ateliers là, que les programmeurs de l'AlgoLab donnent dans différents cégeps et qu'on a donné à l'occasion dans différents ateliers. Il y a cette simulation-là, donc de téléporter l'état d'un qubit vers un autre qubit. Maintenant, qu'est-ce que c'est le rôle de la téléportation quantique dans l'Internet quantique? En fait, est-ce qu'il y en a un, première des choses? Puis, est-ce que c'est justement quelque chose qui est possible de dire on va avoir deux qubits qui vont être séparés à un bout chacun de notre fil, de notre câble optique et qu'il y aurait donc cette téléportation qui pourrait être possible grâce à la fibre optique, mais vraiment grâce à l'Internet quantique duquel vous parlez, là. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, tout à fait. Donc ça serait l'exemple parfait de ce qu'on aimerait arriver à réaliser à moyen, long terme. long terme. Donc d'être capable d'intriquer, donc du coup d'avoir l'intrication entre deux qubits à distance, donc avec cette idée de téléportation. Parce que la téléportation et puis la distribution d'intrication, c'est deux choses qui sont très très liées. Et donc ça nous permettrait du coup d'avoir deux ordinateurs quantiques, deux processeurs quantiques qui vont vraiment échanger entre guillemets l'information, non, sans les guillemets d'ailleurs, qui vont échanger l'information via ce lien de téléportation. Et donc ça, c'est vraiment un des enjeux importants de l'Internet quantique, c'est que le fait que ce lien soit fondamentalement quantique entre les deux ordinateurs, les deux processeurs quantiques, ça veut dire qu'on n'a pas la somme des deux, on a quelque chose qui est beaucoup mieux que la somme des deux processeurs quantiques. Donc ça, c'est un aspect critique de l'Internet quantique, et puis je dirais que c'est peut-être une des motivations centrales de l'Internet quantique.
peut-être même pour pousser ça un tout petit peu plus loin, si maintenant on est capable d'avoir cette téléportation-là en bout de fibre, donc entre deux extrémités de fibre, ça nous permet aussi de mettre en place des choses qui s'appellent les répéteurs quantiques. Et donc, on est capable de mettre ça en cascade. Et donc, on est capable d'avoir de la communication quantique à très longue distance à travers cet échange-là, à travers cette téléportation-là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important. Et potentiellement, ce serait une des premières choses qu'on aimerait démontrer. OK, donc là, dans le fond, l'enjeu que tu soulèves, c'est ce que Paul disait un peu plus tôt, il y a nécessairement une perte d'information au bout de X mètres ou X kilomètres de fibre. Et là, la téléportation pourrait permettre de justement aller de section en section à l'intérieur de notre Internet et d'aller beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est ce que je comprends. Puis là, l'élément que tu nous as amené, c'est l'intrication entre deux qubits, donc qui n'avait pas encore été nommé. Depuis le début, on parle d'états quantiques, donc on parle probablement plus de superposition d'états, donc c'est ce à quoi on faisait référence. Maintenant, pour la téléportation, on va partir de deux qubits qui sont intriqués entre eux, donc qui ont un lien qu'on appelle l'intrication entre les deux qubits. Puis il y a un de ces deux qubits-là qu'on va envoyé par la fibre de notre Internet quantique à un autre lieu, mais nos qubits, celui qui est resté sur place et celui qui a été déplacé, restent intriqués les deux ensemble. C'est ce que je comprends là, de ce que tu nous expliques. Tout à fait. Alors, je ne saurais pas donner la traduction en français facilement là, de ce que Einstein en disait. Là, c'est spooky action at a distance. Donc, l'action étrange à distance. Donc, c'est vraiment ça. Ça, c'est un des aspects de la mécanique quantique qui est peut-être le plus fascinant. L'idée qu'on est capable de prendre un état de deux particules et qu'on n'est plus capable de distinguer, de dire que c'est l'état de cette particule plus l'état de cette autre particule. C'est vraiment uniquement un état de deux particules. Et donc ça, c'est vraiment une idée de base de cette intrication. Donc si on sépare ces deux particules-là, et encore mieux, si on est capable de les séparer et les mettre sur une mémoire, on peut imaginer avoir donc un peu la moitié de cet état-là sur un processeur, et puis la moitié de cet état, de l'état sur un autre processeur. Si ces états-là ils sont suffisamment longs en termes de temps de vie, donc si c'est sur des mémoires, bah, du coup les deux processeurs ils peuvent communiquer à travers cette intrication-là. Et donc, on peut vraiment avoir un système qui est distribué à travers ce lien quantique, en fait. Donc, c'est vraiment cette idée que un état intriqué, typiquement, la façon dont on peut l'imaginer, c'est avoir deux photons, un qui est vers le haut, un qui est vers le bas. Puis, on ne sait pas si c'est le photon de droite ou le photon de gauche qui est vers le haut et vers le bas. Puis, si on fait quelque chose à un photon, immédiatement, ça va changer l'état de l'autre photon. Ça, c'est des choses qui sont assez fascinantes, je trouve, dans la mécanique quantique. Puis là, à ce moment-là, avec ce que tu nous décris, au moment où nos deux photons intriqués sont chacun dans leur ordinateur quantique, il n'y a plus besoin de l'existence même du câble entre les deux. Là. Donc, c'est vraiment spooky action at a distance de Einstein. Pas besoin du câble optique entre les deux. On a les deux qui, une fois un mesuré, l'autre va être dans l'état opposé là, dans ton exemple, instantanément, sans autre moyen de communication nécessaire. Là. Ouais, j'essaie de pas trop y penser parce que ça me garde éveillé la nuit là. Je trouve que c'est un petit peu difficile de vraiment comprendre et saisir pleinement ce que ça veut dire là. C'est des concepts qui sont tellement différents de ce qu'on expérience dans la vie de tous les jours. Mais c'est effectivement ça. Donc ça, c'est vraiment, si on parle d'aller chercher vraiment le potentiel de la mécanique quantique, une partie de ça, c'est aller chercher l'intrication, aller chercher ces notions de téléportation qui seraient vraiment, en termes technologiques, c'est des avancées qui sont colossales. Wow, c'est fascinant de vous entendre parler d'Internet quantique. Maintenant, si on y va du côté, je veux dire, business ou affaires, est-ce que vous avez une idée, dans le fond, de l'intérêt actuel des fournisseurs d'Internet ou des services Internet pour la crypto quantique ou pour l'Internet quantique, qu'on ait du côté crypto ou du côté Internet que vous avez décrit dans la dernière heure? Est-ce que vous connaissez un peu cet intérêt-là ou est-ce que vous êtes plus du côté recherche là, dans les laboratoires? Est-ce que ça fonctionne finalement? Il y a beaucoup d'intérêt du côté des compagnies, mais ce qui est comique de cet intérêt-là, en fait, c'est que c'est beaucoup du niveau de la veille technologique. C'est-à-dire que tout le monde s'entend pour dire que l'Internet quantique, it's going to be big, comme on dit en anglais, mais on ne sait pas exactement quand, on ne sait pas exactement comment, mais toutes les compagnies de télécom savent qu'ils doivent être les premiers sur la ligne d'arrivée, sinon ils vont être laissés derrière. Donc, il y a beaucoup d'intérêt. On se fait solliciter, Mathieu en particulier, par des compagnies de télécom, mais ce n'est pas pour du développement technologique à court terme. C'est véritablement, ces compagnies-là nous sollicitent en disant, on doit faire quoi pour être prêt pour l'Internet quantique? Puis, est-ce que vous leur répondez, investissez dans ma recherche, ça va venir encore plus vite?
Absolument, ça, puis j'ai une hypothèque à payer, puis j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Non, je blague, mais tout à fait, on est sollicité par ces gens-là, on leur parle, et puis eux, ils ont accès à des infrastructures, comme on disait tantôt, les fibres télécom, qui vont être utilisées par l'Internet quantique. Donc, de ce côté-là, il y a beaucoup d'expertise utile et intéressante, des gens intéressants à qui parler. Mais encore une fois, on n'est pas encore au stade de développer des composantes pour l'Internet quantique. On est au stade où on aide ces équipementiers-là à prévoir ce dont eux vont avoir besoin au moment où la technologie va être prête. Oui, puis il y a peut-être même un deuxième aspect là aussi. Il faut que nous, on soit capable de fournir quelque chose qui puisse être utilisé sur les infrastructures qui existent déjà. Donc, travailler avec des équipementiers, c'est aussi extrêmement intéressant pour nous. Moi, je ne suis pas un professionnel de l'information des fibres actuellement déployées sur le continent, mais du coup, de savoir de comment ces systèmes-là fonctionnent exactement, ça peut aussi nous donner de l'inspiration d'une part, mais aussi influencer nos choix par rapport au développement des systèmes qu'on fait pour être capable d'être compatible avec ça. Ça fait, tu parlais aussi de l'intérêt de financer la recherche. La grande majorité de nos recherches, Mathieu et moi, sont financées par des fonds publics qui viennent du gouvernement canadien et du gouvernement québécois. Mais tous ces organismes de financement-là voient d'un très bon œil quand il y a des collaborations avec des industries parce que justement, ça fait un certain partage de risques, ça fait un partage des dépenses. Ça donne aussi une certaine garantie ou une assurance que ce qui va être fabriqué chez nous, même par des gens qui sont des théoriciens, ça va être quelque chose qui, ultimement, va être d'intérêt et utile pour les Québécois et les Canadiens. Donc, il y a beaucoup d'intérêt à encourager les industries et les universités à travailler ensemble. Et justement, une bonne partie de la recherche en quantique est au centre de ce genre de partenariat, le public-privé. Wow, vraiment fascinant tout ça. Si je vous demandais en 1 minute chacun votre mot de la fin, donc par rapport à l'Internet quantique, qu'est-ce que c'est qu'il faut se rappeler ce soir quand on s'endort pour peut-être justement réussir à s'endormir, Mathieu? On ne pense pas à l'électrification, c'est ce que j'ai compris, mais sinon, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Paul, tiens donc. Tiens, moi, je trouve que pour un ingénieur, c'est un des domaines technologiques les plus fascinants. Comme je disais tantôt, normalement, on travaille avec les théories qui est centenaire. Là, on travaille avec la théorie qui est en développement en parallèle avec ce sur quoi on travaille. Donc, en termes d'intérêt, le génie en rapport avec la quantique, c'est vraiment difficile à battre. C'est extrêmement intéressant et fascinant. Puis à Sherbrooke, en particulier au Québec en général et au Canada, on est vraiment mondialement bien positionné pour être en avance de la vague. Là. Donc, beaucoup d'intérêt côté social, côté économique, côté scientifique, le temps pour la province que pour le pays. Ouais, moi, de mon côté, je dirais que pour moi, ça va au-delà de l'aspect stratégique. Hein. L'Internet quantique, là, le premier pays qui l'aura, ça va être vraiment un enjeu économique important. Donc, il y a vraiment une volonté à tous les niveaux d'avoir un Internet quantique. Mais c'est surtout, comme je disais au tout début dans mon introduction, là, pour moi, c'est surtout parce que je suis un curieux quantique, plus parce que je suis intéressé par l'Internet quantique pour lui-même. C'est vraiment mettre ensemble plein de choses très différentes. Et ça, je trouve ça vraiment très passionnant dans le sens où on va essayer de contrôler les photons micro-ondes. Donc, on va utiliser des supraconducteurs à très basse température. On va essayer de contrôler des photons optiques. On va utiliser des lasers de très haute qualité avec des cavités photoniques qui ont été fabriquées avec des précisions de l'ordre du nanomètre. Puis, par-dessus tout ça, on va mettre un système mécanique duquel on va essayer de contrôler le facteur de qualité, donc sa propreté, disons, avec quelle précision on peut contrôler son système mécanique. Et c'est toutes ces choses qu'on va essayer de mettre ensemble, qui ont des échelles de grandeur très, très différentes, qui ont des paramètres pour fonctionner très différents. Il y en a certains, c'est des supraconducteurs, donc il faut que ce soit à basse température, d'autres, c'est des systèmes mécaniques. Je n'en ai pas du tout parlé, mais notre frigo, on est en train de mettre tout un système de suspension mécanique avec des grands pendules pour être pas trop sensible aux vibrations extérieures. Donc, toutes ces choses-là, elles sont toutes rajoutées tout ensemble. Et je trouve ça vraiment fascinant parce qu'il y a la mécanique classique très fondamentale, l'oscillateur harmonique, l'isolation aux vibrations. Il y a des aspects thermiques, il y a des aspects de mécanique quantique, bien entendu, sur des systèmes très variés. Et c'est faire fonctionner ensemble toutes ces choses-là. Et puis, rajouter l'aspect technologique par-dessus, qui est vraiment excitant, je dirais. C'est peut-être comme ça que j'aimerais conclure. C'est vraiment, on touche à plein de choses. Et en plus de ça, pour la société, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour être fascinant, c'était fascinant. En tout cas, merci énormément à vous deux, Paul Charette, Mathieu Juin. Donc, vraiment une heure extraordinaire qu'on vient de passer ensemble. J'aimerais aussi remercier à la technique et à l'organisation de ce webinaire, Tom Malla, donc, qui était derrière, là, donc, à préparer que ce webinaire puisse avoir lieu. J'aimerais aussi, évidemment, vous inviter
inviter, si vous n'êtes pas déjà inscrit à l'infolettre de Curieux Quantique, à aller vous abonner, simplement. Le lien est maintenant dans l'espace de discussion. Et finalement, on a prochain événement Curieux Quantique, c'est le lancement de la prochaine énigme quantique, donc la 003, qui va se dérouler le 17 mai à 11h30 pour les gens qui sont à l'Université de Sherbrooke. Donc, on vous attend à l'auditorium, oui, de l'IQ, 17 mai, 11h30. Sinon, pour les gens qui sont ailleurs qu'à Sherbrooke, vous aurez évidemment la chance de voir l'énigme 3 par le web. Donc, ce sera dès le 17 mai sur la chaîne YouTube de l'IQ. Je vous dis l'énigme 3 qui est ma préférée jusqu'à maintenant, mais bon, le reste de l'équipe vous dirait que chaque énigme est évidemment ma préférée à chaque fois qu'on en lance une nouvelle. Vous allez voir une très belle énigme classique qu'on résout avec un ordinateur quantique. Donc, beaucoup de plaisir de ce côté-là, je vous le dis. C'est un rendez-vous le 17 mai. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à vous, Paul, Mathieu, et à bientôt.